Sylvie, merci. Bon, eh bien, bonjour, bienvenue à ces cinquièmes Afterwork savants de la SSHA. Nous sommes ravis sans nous étendre trop sur la Société scientifique d'hygiène alimentaire, qui est une vieille association reconnue de loi de 1901 et d'utilité publique. Eh bien, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui quelqu'un qui va nous parler d'une thématique pointue, puisque il va s'intéresser à un certain nombre de points que Joël Scher va pouvoir détailler un peu plus que moi dans le cadre de l'hygiène. Laissez-moi simplement vous rappeler que les Afterworks savants ont lieu tous les 2 mois, qui sont destinés. Il n'empêche que ça puisse être aussi l'occasion de débattre de points extrêmement pointus et peut-être polémiques, j'espère pas trop. En tout cas, vous êtes non seulement bienvenus, mais vos questions sont bienvenues, ou vos réflexions, ou tout simplement votre présence en présentiel ou en distanciel. Merci. Merci Sylvie. Donc, Monsieur Selpon, on va se présenter très rapidement. Comme vous êtes également en visio, on n'a pas pu le faire de visu. Donc, moi, je suis Joël Scher, professeur à l'INSAIA de Nancy, donc spécialisé dans le domaine des poudres alimentaires et puis la conservation des aliments. Donc, je suis également donc, président du conseil scientifique de la SSHA. Bernard? Oui, bonjour, Bernard Donnet. Je suis ancien président du conseil scientifique de la SSHA et je suis très heureux d'avoir passé le flambeau à mon ami Joël. Voilà, sinon ma carrière fut celle d'un enseignant-chercheur d'AgroParisTech et aussi de l'INRAE. Voilà. Dernier représentant du conseil scientifique. Oui, Jean-Marc Rémy, donc j'ai fait ma carrière aussi à l'ANSES, directeur de recherche. Voilà, ma spécialité, c'est les toxines naturelles. Merci. D'accord. Et puis moi, je ne me suis pas présentée. Donc, je suis le docteur Robert Saporta, je suis psychiatre spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire et donc praticien hospitalier à l'hôpital Sainte-Anne, GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, également enseignante et directrice pédagogique pendant les années du DU-TCA à Paris-Descartes, qui s'appelle maintenant Paris-Cité, et donc président de la SSHA. Et bien que nous soyons ici 4 membres du conseil scientifique, nous avons ici quelqu'un qui participe, candide, voilà, une candide, mais pas tant que ça, dès les premiers Afterworks savants, et merci de venir de façon régulière. Je vous remercie de votre accueil. Et vous aussi chaleureux. Merci, madame. Donc, monsieur Saltron, vous êtes responsable du département scientifique du service commun des laboratoires, et aujourd'hui, donc, vous allez nous parler de la défense des produits alimentaires d'origine France par l'authentification analytique. Voilà, on vous donne la parole et on vous remercie encore une fois d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup, je vous remercie à mon tour. Vous m'entendez bien correctement? Oui, tout à fait. Bonjour Frédéric, Isabelle. Bonjour, bonjour. Donc, si vous m'entendez bien, je vais commencer. Donc, effectivement, j'ai le plaisir de vous faire cette présentation. C'est Philippe Girardon de la SECF qui m'a proposé cette présentation qui va tourner autour de l'authentification. J'espère que ce ne sera pas trop pointu et trop éloigné de vos préoccupations immédiates et je vais m'efforcer d'être le plus clair possible. Donc, on va parler aujourd'hui d'authentification des denrées alimentaires dans un contexte de contrôle officiel d'État et je vais très logiquement commencer par vous présenter le service commun des laboratoires qui nous sommes. Nous faisons partie du ministère de Bercy, ministère des Finances, hein, donc nous sommes des chimistes au service du ministère des Finances, qui peut parfois étonner. Nous sommes un réseau de laboratoires officiels d'État avec 11 sites et environ 400 personnes et nous travaillons principalement pour 3 donneurs d'ordre: la douane, la répression des fraudes et la direction de l'alimentation. La douane et la répression des fraudes très historiquement, puisque ça remonte au 19e siècle,
et la Direction générale de l'alimentation très récemment, puisque au 1er janvier dernier, enfin 2023, pardon, puisque nous sommes en 2024, au 1er janvier 2023, il y a eu transfert des missions de sécurité sanitaire des aliments pour tout ce qui est denrées non animales, depuis la CCRF vers la DGL, et notre réseau de laboratoires agit donc désormais aussi pour la DGL de façon régulière. On a à peu près 60 000 rapports d'essais par an et 500 000 résultats. Et on couvre l'alimentaire et le non alimentaire avec deux problématiques essentielles. Je résume à gros traits, hein, puisqu'on va aller dans le vif du sujet. Des problématiques de sécurité. Je viens de le dire quand j'ai parlé de sécurité alimentaire, mais on va parler aussi de sécurité de produits industriels, typiquement des jouets. Et puis également des missions de vérification de la loyauté des produits. Et là, on arrive gentiment vers notre sujet, puisqu'on va parler d'authentification des produits, donc fraude potentielle. Nous sommes des gens qui avons très mauvais esprit. Derrière chaque produit, on voit une fraude potentielle et on s'efforce de la démontrer, ou en tout cas de démontrer son absence. Et on va parler d'authentification des produits. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que parler d'authentification des produits? C'est s'intéresser à une usurpation sur l'identité. On fait passer un produit pour ce qu'il est alors qu'il ne l'est pas, naturel, non naturel, l'origine du produit ou l'origine des matières premières. Ou alors, on peut aussi, et là c'est une fraude à l'origine, avoir une usurpation sur le lieu de fabrication. Alors, quand on parle d'authentification des produits, souvent les gens ont le réflexe de dire « Ah, mais alors vous travaillez sur la contrefaçon ». Non, notre réseau de laboratoires ne travaille pas sur la contrefaçon pour une raison juridique. C'est-à-dire que la démonstration du caractère contrefaisant d'un produit, que ce soit un t-shirt ou du pastis, sans citer de marque, bien sûr, mais vous pensez tout de suite aux grandes marques, eh bien, c'est le détenteur de la marque qui va démontrer si oui ou non c'est contrefaisant. En clair, quand la douane va arrêter un container, par exemple des lunettes de soleil de marque connue, il va appeler le détenteur de la marque, il va se déplacer, qui va dire ça, c'est pas des lunettes à moi. Donc, nous, on n'a pas à agir là-dessus. On ne nous demande pas de démontrer. Vous verrez tout à l'heure, il y a un contre-exemple dans le tabac, et je vous en montrerai un exemple tout à l'heure. Mais a priori, on ne va pas démontrer le caractère contrefaisant des produits. Et la deuxième raison, ou la même finalement, du fait qu'on ne va pas travailler sur ce sujet-là, c'est qu'en fait, les marques, on le sait ou on ne le sait pas, mais disposent de traceurs propriétaires. Dans les petites pilules bleues de type sildenafil citrate, qui ont des effets érectiles, bah, il faut savoir qu'il y a un traceur pour pouvoir confirmer ou pas que ça vient de la marque principale qu'on connaît sur ce produit-là. Ça existe aussi dans les produits alimentaires. Et ces traceurs propriétaires, comme leur nom l'indique, eh bien, ils font partie du secret industriel que nous n'aurons pas. Par contre, on va agir peut-être, parfois, c'est pas peut-être, pardon, on va agir parfois sur ces contrefaçons pour démontrer un éventuel élément aggravant de dangerosité. Typiquement, la lunette de tout à l'heure, est-ce qu'elle a bien son indice de protection tel qu'il est avancé? Parce que ça serait un caractère aggravant. Et là, la douane peut faire appel à nous pour démontrer ce caractère dangereux. Donc, si on résume pour l'instant, l'authentification des produits, on est clairement dans une notion d'usurpation et de loyauté, et en excluant pour notre réseau de laboratoires l'action sur le caractère contrefaisant. Et c'est un challenge analytique. Nous avons énormément de problématiques, hein. On va faire du dosage de résidus de pesticides, on va faire de la sécurité des jouets, comme je vous le disais, on va travailler sur les métaux, etc., etc. Et donc, l'authentification, c'est une toute petite fenêtre de tir de nos activités, et c'est assez compliqué. Je vais vous en montrer deux exemples. Un cas récent sur les indications géographiques des produits industriels et artisanaux, pour vous montrer les enjeux, et ça j'aurais peut-être dû commencer à vous le dire tout à l'heure, ce n'est pas tant le sujet qui m'intéresse à vous présenter, c'est plutôt nos façons de réfléchir et nos outils qu'on met en place. C'est qu'est-ce que ça veut dire qu'être un réseau de laboratoires officiels, qu'est-ce que ça veut dire d'être toujours obligé de répondre oui à des questions extrêmement diversifiées de services comme la répression des fraudes ou la douane, et c'est ça qui m'apparaît intéressant de partager avec vous. Donc sur le cas des JEPA, on verra les enjeux
Qu'est-ce que ça voudrait dire que faire de l'authentification de produits non alimentaires? Et on va arriver dans le vif du sujet après avec plein d'exemples sur la francisation. Et je vais bien sûr vous expliquer ce que veut dire francisation et pourquoi c'est intéressant pour nous de travailler dessus. Alors, sur les indications géographiques des produits industriels et artisanaux, en fait, c'est pour vous montrer les limites de l'exercice de l'authentification. Pourquoi? Parce que, alors je ne sais pas si vous voyez, mais peu importe si vous n'arrivez pas à lire toutes les IGP, ce sujet-là est dans le prolongement de ce que vous connaissez probablement mieux, qui sont les AOC, les AOP, les IGP en alimentaire. Et dans la loi Hamon de 2014, il est apparu nécessaire également de protéger des produits aussi diversifiés que les tapisseries d'Aubusson, la porcelaine de Limoges, le granit de Bretagne, les absolus du Pays de Grasse, qui sont un produit aromatique extrêmement noble, pour en valoriser cette fois-ci la partie géographique, hein, l'origine du lieu de fabrication. Si moi, laboratoire, on me demande, êtes-vous capable de vérifier une IGP sur ces deux produits qui viennent d'apparaître à l'écran, le linge basque ou le granit de Bretagne? Le cas numéro 1, je vous réponds non. Le cas numéro 2, je vous dis, il faut voir, on va regarder ensemble. Pourquoi je vous réponds non sur le premier produit qui est le linge basque? C'est parce que, en fait, le texte lui-même sur cette indication géographique ne va pas me permettre d'avoir des indices d'authentification. En clair, moi, j'ai quoi? Un textile, des fibres, des colorants. Et est-ce que du coup, je peux répondre à la question, est-ce que c'est bien linge basque? Ben non, parce que l'IGPIA linge basque, c'est plutôt sur sa façon de faire, sur la façon dont on l'a produit, et donc ça va être essentiellement des éléments scripturaux, comptables d'enquête sur la filière matière et non pas sur le produit lui-même. À l'inverse, si par exemple on me demandait de travailler sur l'indication géographique granit de Bretagne, évidemment, par définition, on se doute bien que le granit, il est issu de Bretagne. Et là, je peux commencer à déployer tout ce que je vais vous montrer dans le reste de la présentation, des outils analytiques pour essayer de caractériser le produit. Et une fois que j'ai réussi à le caractériser, d'en faire la différence avec d'autres pierres qui seraient du granit, mais pas d'origine Bretagne. Et c'est tout l'enjeu de l'authentification, de trouver des critères qui sont caractéristiques d'une origine et pas d'une autre. Donc, pour résumer à ce stade-là, paradoxalement, je commence la présentation avec des domaines où on est plutôt incompétent. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer comment on peut y arriver ou comment on ne peut pas y arriver. Si on rentre sur quelque chose de beaucoup plus classique, sur le concept de francisation maintenant, donc là, désormais, jusqu'à la fin de la présentation, sauf une petite incursion sur le tabac, nous allons rester dans le domaine de l'alimentaire. Qu'est-ce que c'est que la francisation? Ben, c'est très simplement un cas particulier de l'authentification. Pourquoi? Parce que c'est une fausse origine France. C'est un enjeu économique, j'aurais dû le dire, mais vous vous en doutez bien, hein. On le verra dans un instant avec quelques exemples médiatiques. Et alors ça arrive en alimentaire beaucoup, mais ça pourrait arriver aussi en non alimentaire. Mais nous, on va se concentrer aujourd'hui sur des exemples en alimentaire. Très, très, très important, il faut rester extrêmement modeste. Le laboratoire est un outil au service de l'enquête. Nous ne sommes pas les magiciens, on a tendance à se présenter comme disant tout vient de nous. Non, on est un élément de l'enquête et particulièrement dans ces éléments de francisation, on va donner des indices. C'est l'enquête qui, à partir d'indices techniques qui dit pour nous, ça n'a plus les critères, on nous dit que c'est un produit France, ben nous, écoutez, nos analyses et nos expertises, elles nous disent qu'il y a un fort doute, alors ils vont commencer à pouvoir orienter l'enquête et faire de la démonstration à partir des données d'achat, de listing, de matière, toutes les données qui sont saisies dans les entreprises. Donc, nous, sur ce sujet-là, pardon, pour que vous compreniez pourquoi je dis ça, à la différence d'une analyse réglementaire qui serait un conservateur dont on a une teneur limite maximale, c'est effectivement bien le laboratoire qui vérifie si la teneur est au-dessus ou en dessous de la réglementation, et c'est terminé, sans le laboratoire, on ne peut pas y arriver. Là, on va s'insérer dans le cadre d'une enquête, on est un élément. Dernière ligne de la slide, soit en levée de doute, c'est-à-dire en amont dans l'enquête, on a, et je vais vous en montrer l'exemple, un miel, pour nous, ça ne va pas. Ah, très bien. Bon, la DGCCRF va dire, le laboratoire a eu un doute, on va commencer l'enquête à partir de son doute. Ou alors, à l'inverse, en aval, ou dans le cadre d'une enquête, les gens de la CCRF disent, bon, bah, nous, on a fait de la saisie
et soit non seulement de matière, mais également de documents comptables, on aimerait bien avoir votre avis pour savoir si ce qui est présenté comme français ne le serait pas. Donc, à ce stade-là, je résume, on est sur un cas particulier de l'authentification et un élément de l'enquête parmi d'autres. Les scientifiques dans leur laboratoire sont à leur place en tant qu'enquêteurs, mais un élément de l'enquête. Si on regarde la suite, pourquoi c'est important cette francisation? Parce qu'après tout, on pourrait se dire c'est quand même assez anecdotique. Pas du tout. Ce n'est pas anecdotique pour la CCAF parce que ce sont des enjeux économiques forts. Vous avez quelques exemples là que j'ai pris sur Internet qui sont libres. Hein. 140 tonnes de faux miel français écoulés en 3 ans, fausse fret française, fake kiwi, la fraude dévoilée, tout ça, c'est des sujets réels. Et c'est un sujet extrêmement sensible. L'origine France, vous avez eu récemment des mouvements d'agriculteurs que vous avez certainement suivis. Très rapidement, dans les débats, s'est posé la question, est-ce que vous êtes bien capable de protéger les produits de nos agriculteurs français? Et évidemment, comme toute fraude économique, c'est un facteur de déstabilisation du marché, parce qu'effectivement, si moi je vends des fraises françaises avec alors je ne connais pas le différentiel de prix, mais probablement de 1 à 2, pendant que je fais des gains indus, je fragilise mes concurrents et donc je déstabilise le marché qui est basé sur la libre concurrence, mais avec des pratiques loyales. On va revenir. Est-ce que c'est bon pour vous pour l'instant? Est-ce que vous voyez les enjeux? C'est clair pour vous? Parfait. OK. Je continue et là, maintenant, on va devenir chimiste. Hein. La partie généraliste est un peu finie, j'en suis désolé. Mais on va avoir maintenant une présentation plutôt centrée sur les outils pour montrer quoi? Pour montrer que pour répondre, et là j'oublie un peu la francisation, on va mélanger authentification et francisation pour avoir plus d'exemples, pour que ce soit plus riche. Tantôt, ils seront des exemples d'authentification pas nécessairement liés à la France, tantôt liés justement à des déclarations d'origine France. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer la progressivité de nos outils. On est un service d'État, on est garant de l'argent du contribuable. Si on pouvait répondre à chaque fois avec des outils extrêmement simples, on ne se gênerait pas. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est que nos stratégies d'authentification, elles mettent en œuvre à peu près toute la boîte à outils qu'on a et de vous montrer des exemples du plus simple au plus compliqué. Le plus simple, c'est lorsque pour répondre à la question qu'on vous pose, vous avez besoin qu'un seul critère. Là, sur cette slide, vous avez 3 types de fraude à l'authentification: l'origine, l'adultération et la qualité du produit. On va les regarder chacun d'entre eux. Ces 2 et 3, 5 et 2, 7 exemples, on peut tous répondre à la question avec un seul paramètre. On est donc dans de l'authentification monocritère. Qu'est-ce que veut dire l'origine isotopique de la vanilline? C'est juste pour vous dire que la vanille est un arôme, et l'arôme le plus utilisé, cher. Et donc, évidemment, il y a des tentations de faire passer une vanille authentique, de faire passer un substitut de synthèse pour une vanille authentique. L'outil, c'est l'analyse isotopique. Vous connaissez tous le carbone 12, vous connaissez le carbone 14 dont on parle souvent pour la datation. Entre les deux, il y a le carbone 13, qui est ce qu'on appelle la grande famille des isotopes stables. On va les revoir tout à l'heure. Eh bien, la concentration en carbone 13, exactement au 5e chiffre après la virgule, dépend de la nature de synthèse. Donc, c'est un outil. C'est un bon outil d'authentification parce que selon que la vanilline sera faite par la liane de Vanilla planifolia ou faite par la synthèse chimique à partir de lignine ou même de précurseurs totalement chimiques, vous n'aurez pas la même quantité de carbone 13. Donc, si nous, on a trouvé la machine pour mesurer le carbone 13, eh bien, on a un bon critère d'authentification et on ne se gêne pas pour le faire sur cette problématique. Ce sont des exemples, je pourrais vous en citer énormément.
L'activité C14 et biosourcée, c'est important aussi parce que là aussi, médiatiquement, c'est que des exemples qui sont intéressants d'un point de vue consommateur, hein. Les biosourcés, ça monte beaucoup. On va aller s'intéresser à l'activité carbone 14. Si vous avez une activité carbone 14 nulle, c'est que donc vous avez un produit 100% pétrochimique, très ancien, et donc on ne pourra pas alléguer sur son côté biosourcé. En adultération, alors petite parenthèse, qu'est-ce que c'est qu'une adultération? C'est l'ajout volontaire d'un composé en vue de le frauder. Donc l'adultération, on va commencer par le vin bleu. C'est un sujet assez médiatique, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Vous pouvez regarder sur Internet vin bleu, vous avez des vidéos assez savoureuses sur des fabricants qui expliquent tout ce que leur grand-père leur a apporté dans la tradition et l'honnêteté, et que le bleu est apporté par la lune et la spiruline qui est activée par les UV et l'eau de mer. Alors tout ça, ça se résume quand même avec un colorant bleu synthétique extrêmement simple. Et donc là, bah, pour le coup, pour répondre au côté, bah non, ce n'est pas du tout ce que vous racontez, parce que c'était quand même un vin espagnol à quelques euros, qui était vendu plusieurs dizaines d'euros à la fin. Donc on est vraiment dans une fraude assez traditionnelle, et que là, un simple critère nous permet de répondre à la question. La différence lavande-lavandin, alors ça, cette fois-ci, c'est des produits nobles. Là, on est dans le domaine des huiles essentielles, qui sont des produits à très haute valeur ajoutée, que ce soit dans l'industrie aromatique ou dans l'aromathérapie. La différence entre lavande et lavandin, c'est une fraude aussi vieille que l'homme. Notre monocritère, c'est le taux de camphre. Alors après, à chaque fois, on verra tout à l'heure dans une slide finale comment tout ça se complexifie, mais en première approche, on peut présenter des choses simples. La teneur en camphre vous permet de distinguer lavandin de lavande. Et puis, pareil pour la cannelle, nous avons un traceur qui est la coumarine. Les coumarines de cannelle de Chine, qui sont moins nobles que les cannelles Ceylan, sont à haute teneur en coumarine. Et enfin, je suis désolé de ce catalogue fastidieux d'exemples en succession. Les fraudes à l'authentification sur la qualité du produit, bah, vous avez deux grands sujets. Le bio, que tout le monde connaît, pas de pesticides de synthèse, pas d'engrais de synthèse. Donc, il suffira d'aller regarder les pesticides pour vérifier l'allégation. Et puis, quelque chose qui est assez montant depuis quelques années, c'est l'allégation sans pesticides, sans colorants, sans conservateurs, etc., etc. Bah là aussi, le monocritère, il est très simple. Il suffit d'aller chercher ce sur quoi on allègue l'absence pour aller vérifier l'allégation. Donc voilà, là, on est sur quelque chose d'assez simple sur l'authentification monocritère. Quelques exemples. J'ai parlé de francisation tout à l'heure. Voilà. Alors ça, c'est un élément assez... J'aime bien cet exemple parce que c'est un élément, c'est une astuce ou en tout cas une façon détournée d'utiliser des recherches de sécurité alimentaire, la recherche du résidu de pesticides, hein, tout le monde se doute bien que c'est de la sécurité alimentaire. Oui, sauf que ben, ça peut nous servir de bons critères d'authentification. Pourquoi? Parce que sur cette affaire de céleri, on s'est rendu compte qu'il y avait des produits actifs qui étaient encore utilisés en Belgique, jamais utilisés en France. Et lorsqu'on les a trouvés, eh bien, c'était un bon élément d'indice. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. On n'a pas dit ce céleri n'est pas d'origine France, il est d'origine Belgique. Jamais on écrira ça, c'est pas du tout ça. Mais on dira, bah, nous, en avis d'experts, on pense que vous pouvez aller regarder plus précisément si cette origine France est vraiment juste parce que nous avons trouvé des molécules qui n'existent plus en France, mais qui existent dans tel pays. Donc, cette recherche de pesticides est finalement un bon indice de francisation. Autre exemple, assez élégant, si je puis dire, l'analyse pollinique des miels. Alors, l'enjeu économique, c'est quoi? Ben, miel de France, hein, miel de France de montagne, tradition, vous voyez la photo là, ici. Évidemment, derrière tout ça, il va être plus cher que s'il vient d'un autre pays, notamment d'Asie. L'analyse pollinique des miels, à quoi elle sert? Elle sert non seulement à vérifier l'allégation miel de lavande, par exemple, mais elle sert aussi comme indice de francisation. Là, vous avez un exemple réel aussi. Tout à l'heure, quand on parlait des miels sur la slide où j'avais mis quelques exemples médiatiques, ben là, c'est avec cette analyse pollinique. Alors, comment ça marche? Ben, c'est très simple. On pourrait croire qu'on se dit, bon, c'est facile, il fait du miel de lavande, il n'a qu'à voir s'il y a du pollen de lavande. Pas du tout. C'est pas ça le concept de l'analyse pollinique des miels. C'est de faire la cartographie des pollens de l'environnement géographique de là où votre miel est fait.
Donc, vous allez trouver du châtaignier, vous allez trouver des fougères, vous allez trouver certes un peu de lavande, vous allez trouver plein de choses. Et on a des cartes géographiques et on va vérifier si la cartographie de ces pollens qu'on compte, on fait du comptage. On va regarder si ce qu'on trouve dans notre miel, c'est la répartition des pollens et leur concentration relative entre eux, correspond bien à l'environnement géographique compatible avec la dénomination. En clair, si vous trouvez dans un miel de montagne de France 70% de pollen d'eucalyptus, bah vous avez un très bon indice du fait que l'origine est usurpée. Et là, en l'occurrence, sur ces exemples-là, on avait trouvé des pollens caractéristiques d'une zone géographique, d'un pays précis, qui a permis de remettre en cause l'origine France. Et après, encore une fois, les enquêteurs s'emparent de ces indices de francisation, ils font leur enquête. Et là, dans ce cas présent, ça avait abouti. On va continuer, cette fois-ci, on quitte le monocritère, on va monter un peu en difficulté. Jusqu'à présent, là, ça va être très simple. On va se dire, bon, bah, c'est dommage, j'arrive plus à répondre à la question avec un seul critère, il va falloir que j'en fasse plusieurs. Quand on commence à faire du multicritère, on est des feignants invétérés. Nous, ce qu'on veut, c'est faire le au plus simple, toujours. On va se dire, bon, bah, dans certains cas, l'utilisation de quelques critères, juste en regardant un minima, un maxima sur plusieurs valeurs, en faisant quelques ratios. Je vais vous montrer des exemples, ne vous inquiétez pas. En regardant la somme de plusieurs critères, je vais pouvoir répondre à la question, est-ce que oui ou non, c'est bien ce qui est déclaré. Un petit peu plus complexe, cette fois-ci, on va faire de la représentation graphique. On va prendre par exemple, si on a deux données, une première donnée en abscisse, une deuxième donnée en ordonnée. Si on est un peu plus doué, on peut travailler en volume avec trois axes et on se dit qu'avec ça, on arrivera à faire la discrimination, mot très important, pour la première fois je le présente, la discrimination de deux familles de composés selon leur origine. Et puis, je vais vous montrer ce que c'est que le morphogramme. Pour l'instant, ça ne vous cause pas, mais vous en verrez des exemples. Multicritères, les critères mathématiques simples, je disais tout à l'heure. Eh bien, vous avez un élément d'authentification assez élégant. Je réutilise ce terme parce que je trouve que c'est vrai. C'est la problématique poisson sauvage, poisson d'élevage. Vous imaginez bien la différence de prix, hein, on est tous consommateurs, on sait très très bien que ça peut être astronomique la différence. Donc, comment je peux confirmer le caractère sauvage d'un poisson? Eh bien, c'est assez facile. Le poisson est, EST, du verbe être, est ce qu'il mange. C'est-à-dire que la famille de l'alimentation en acides gras correspond soit quand elle est sauvage à un certain profil d'acide gras, soit à un autre profil quand c'est d'élevage. Et en l'occurrence, on va s'intéresser aux oméga 3 que vous connaissez toujours, hein, que vous connaissez certainement, les allégations sur le bienfait des aliments à oméga 3. Et ben, c'est pareil pour les poissons. Quand vous allez avoir une alimentation riche en oméga 3 sauvage, vous allez avoir un ratio oméga 3, oméga 6 très élevé. Et donc, on a fait très simplement, on a mis en évidence des critères de ratio oméga 3, oméga 6 selon que nos dorades sont d'élevage ou selon sauvage, et ça nous donne des critères d'authentification. Vous voyez, c'est une chose assez simple qui permet de répondre à une question assez finalement pour un consommateur simple, sauvage-élevage, mais pour un scientifique bien compliqué. Autre exemple, le glasurage des produits de la mer. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Le glasurage des produits de la mer, c'est extrêmement simple, c'est recouvrir d'une fine pellicule de glace le poisson pour le protéger de l'oxydation. Et l'idée, c'est quoi? C'est que je ne vais pas vous faire payer le prix de l'eau au prix du poisson. Donc, on va aller traquer, avec notre mauvais esprit encore une fois, en termes d'authentification, de vérifier si ce glasurage est juste utile technologiquement et qu'il n'a pas été un vecteur d'ajout d'eau pour faire un gain indu. Et donc, on va s'intéresser cette fois-ci à deux critères, soit l'humidité d'une part, logique, et le taux de protéines. Et on va en faire quoi? Un rapport humidité sur protéines. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand ce rapport sera trop élevé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de protéines, il y a trop d'eau. Donc, rapport humidité sur protéines. Là aussi, c'est extrêmement simple. Encore fallait-il y penser. Et on a des rapports de référence pour considérer, et on travaille avec les interprofessions pour considérer qu'est-ce qui est un rapport humidité sur protéines acceptable d'un rapport humidité sur protéines qui signe un ajout abusif d'eau sous forme glace autour du poisson. Est-ce que c'est toujours clair pour vous? Très clair. Oui. Eh bien, on continue, on monte.
on monte en puissance pour arriver à des choses assez complexes, puisque c'est l'esprit de cette présentation, de montrer comment, quand on n'a plus d'outils simples, on va vers des outils complexes. Là, on retrouve quelque chose qu'on a vu tout à l'heure, qui était les isotopes stables. À cet endroit, vous voyez ma petite flèche quand je bouge, la petite flèche, vous la voyez? Oui. Donc ici, on voit quelque chose, oxygène 18. Donc tout à l'heure, on a parlé de carbone 13 ensemble pour la vanille. Voici un nouvel isotope stable, oxygène 16, oxygène 18. L'oxygène 18, facile, hein, H2O, l'eau. L'eau, c'est le terroir, c'est l'humidité. On se doute bien que c'est un bon critère d'authentification. Eh bien là, qu'est-ce qu'on est allé faire? On est allé regarder à la fois l'isotope stable de l'oxygène et l'isotope stable de l'hydrogène, qui est le deutérium. Et avec d'autres critères, vous voyez lithium, sodium, strontium, en fonction de différents couples. Soit je regarde pour la première ligne l'oxygène en fonction du deutérium, pour la deuxième ligne le lithium en fonction du deutérium, etc., etc. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que sur une base de melon, là maintenant on est sur des fruits, sur une base de melon de référence, mot majeur, banque de données nécessaire, sur une banque de données de référence, origine France, origine autre, on va mesurer ces critères, oxygène 18, deutérium, lithium, sodium, strontium, qui sont des éléments minéraux, et on va les, j'allais dire jouer avec, j'ai pas d'autre mot, en tout cas les combiner et voir si par hasard nous n'aurions pas une discrimination. Sur l'exemple qu'on a sur l'écran, on a en abscisse le deutérium, en ordonnée l'oxygène 18, et on voit que peu ou prou, c'est pas mal. Pourquoi je dis c'est pas mal? Parce que c'est pas parfait. Si c'était parfait, il n'y aurait absolument aucun recouvrement entre le cercle violet et le cercle rouge. Mais en tout cas, ça peut quand même être un bon outil. Quand vous prenez votre échevelon inconnu et que vous faites la mesure de l'oxygène 18 et du deutérium et que vous vous positionnez dans le modèle que nous avons sous les yeux, si ça se positionne dans l'intersection des deux cercles, bah, tant pis pour vous, vous ne pouvez pas répondre à la question. Par contre, si ça se positionne tout à fait ici, avec un taux d'oxygène 18 très appauvri, eh bien, vous allez pouvoir commencer à dire aux collègues de la CCRF, pour nous, la signature isotopique de l'oxygène et du deutérium n'est pas compatible avec, pardon, si c'était ici, n'est pas compatible avec l'origine France. OK? Donc là, c'est juste de la représentation graphique. Même chose, c'est pour vous montrer qu'on ne fait pas que des légumes. Ce raisonnement, vous pouvez l'appliquer sur d'autres produits et on va l'appliquer par exemple sur un produit qui est aussi à haute valeur ajoutée, les perches du Léman, et on est capable de regarder, de faire la distinction entre origine Estonie, origine Léman, origine russe. Là, cette fois-ci, à quoi nous nous intéressons? C'est pour ça que je vous ai montré cet exemple. Tout à l'heure, on était avec l'oxygène 18 qui nous permettait de signer plutôt l'humidité, le terroir et l'hygrométrie. Là, on trouve l'isotope carbone 13 dont on a parlé sur la vanille. Rappelez-vous, je disais que c'était la synthèse selon que c'était une liane ou de la synthèse chimique. Ben là, c'est pareil, carbone 13, on est sur la synthèse même de la matière animale. Et l'azote 15, ben c'est quoi? Pourquoi l'azote 15 est intéressant? Because c'est les protéines. Et donc, l'azote 15 est un bon marqueur dans le cadre des produits animaux. Donc, on va le faire sur les viandes, on va le faire sur les poissons. Et là, on a vu qu'en couplant azote 15 et carbone 13, là aussi, on a certaines discriminations intéressantes. La Russie ne recouvre pas du tout avec l'Estonie. Et le Léman, on a une zone franche où on pourrait conclure et des zones d'intersection où on ne pourrait pas conclure. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que là aussi, il faut pas, ce ne sont pas des outils magiques. Ils ont toujours leurs limites et d'ailleurs, on finira la présentation sur les limites de tous ces outils. J'espère que je ne vais pas trop dépasser. J'ai jusqu'à... Ah oui, normalement, j'ai fini. Je suis désolé, je ne pensais pas que ce serait que 30 minutes, c'était aussi court. Je continue ou je dois raccourcir? Comment vous êtes au niveau horaire? Non, c'est parfait. Ok, je continue. Alors là, je continue sur quelque chose où tout ce qu'on a fait avant ne marche pas. La question est très simple. Mon huile d'oignon, vous avez 9 AOC en France sur les huiles d'olive. Pour mémoire, un ratio huile espagnole, huile française, c'est un ratio de 1 à 10 en termes de prix. Donc là, comment on a travaillé? On s'est dit, un seul critère, ça ne marche pas. Deux critères, ça ne marche pas.
on va faire vraiment du vrai multicritère et on fait le profil des acides gras. Donc, c'est ce que vous avez ici. Chacun de ces points, c'est un acide gras différent. On prend une banque de données de référence d'huile d'oignon avec l'interprofession, des échantillons dont on est sûr. Et on fait quoi? C'est très simple. On fait mini, maxi, médiane et on rejette les quartiles extrêmes. Et ça vous donne la figure en bleu. Ensuite, je prends mon échantillon inconnu en rouge, je fais exactement les mêmes analyses dans les mêmes conditions et vous voyez à gauche que ça correspond parfaitement et donc on ne remettra pas en cause l'appellation Nyons d'un échantillon inconnu à gauche, alors que si c'est un échantillon à droite, celui-là, on dira pas de compatibilité avec Nyons. Et vous avez vu, là, je commence à être beaucoup plus précis dans ma façon de dire. Là, on écrira, on dira pour nous, ce n'est pas compatible avec Nyons, alors que tout à l'heure, on était sur un indice. Là, maintenant, on est beaucoup plus sûr de nous parce que c'est du multicritère et que la probabilité que ce soit faussement non-ion, ça n'existe pas. Et ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est de vous montrer qu'on l'a appliqué à la francisation avec le même principe. À gauche, ce qui est France, profil des acides gras, profil des triglycérides. Je n'ai pas le temps de vous expliquer la différence, mais ce qui est intéressant, c'est de montrer que comme nous, on est service officiel, quand on peut avoir plusieurs critères pour répondre à la même question, bah, ça sécurise l'enquête. Donc, ils aiment bien, nos enquêteurs, avoir plusieurs façons de répondre à la même question avec les mêmes conclusions. Bah là, en l'occurrence, vous allez avoir le même raisonnement, je vous l'ai pas remis, hein, mais vous comprenez très bien que si vous aviez dans un échantillon connu ici ce profil-là, bah, c'est que ça ne serait pas français. Et ce qui est intéressant, c'est que quand la douane est venue nous chercher, c'est pour ça que je vous disais qu'il y aura un exemple à un moment du non-alimentaire, quand la douane est venue nous chercher sur la contrefaçon des tabacs, où là, c'est le seul domaine où ils nous demandent de démontrer le caractère contrefaisant, on s'est dit, bah, c'est facile. Le tabac, c'est une plante, ça pousse dans la terre, profil des minéraux comme on a fait sur nos melons et tous les autres produits alimentaires dont on avait l'habitude. Et on a fait le profil ici des éléments minéraux en morphogramme avec le même principe. En bleu, on a pris ces cigarettes de marque que vous devinez, je pense, authentiques, aidées par la douane et les réseaux de buralistes, mini, maxi, médiane. Et quand on prend un échantillon inconnu et qu'on projette le profil d'éléments minéraux, bah, bim, on voit bien qu'ici, ça ne peut pas prétendre à être de cette marque-là authentique. Et comme je viens de vous le dire sur l'exemple précédent, on aime bien doubler nos analyses. Nous avons fait le même principe, mais cette fois-ci sur les éléments volatiles du tabac lui-même avec de la spectromasse. Bon, je ne vais pas vous parler de technique aujourd'hui, ce n'est pas intéressant, mais en tout cas de dire qu'on a croisé les méthodes avec la même méthodologie par morphogramme, mais pas sur les mêmes éléments, puisque là, ce sont les volatiles, et vous retrouvez des choses comme acide acétique, penthénol 3, etc., qui sont des molécules volatiles. Et on va terminer, il reste 2 exemples avant de finir, sur le lourd, ce que j'appelle le lourd, c'est-à-dire que tout ce que vous avez fait avant, ben, ça ne suffit pas. Comment on va travailler? Eh bien, on change de braquet et on va passer aux techniques d'analyse statistique multivariée. Quel est l'esprit? On continue sur les mêmes principes que tout à l'heure, c'est-à-dire ce que j'ai ici. Je prends une banque de données de référence. En l'occurrence, là, elle n'est pas totalement équilibrée puisque j'ai 50 échantillons d'Espagne, 22 de France, 93 de France. Oui, c'est plus logique, c'est plus facile d'avoir de l'ail en France que d'aller la chercher en Argentine. Donc, une centaine d'échantillons français, une vingtaine d'échantillons argentins, une cinquantaine d'échantillons espagnols. Tout ça, c'est de l'ail. La question est très simple. Est-ce que c'est français ou est-ce que c'est pas français? Et intérêt économique à répondre à la question. Et là, ici, comme je vous le disais tout à l'heure, les paramètres analysés. Donc là, on n'a pas d'a priori, on a bien des petites idées, parce que vous retrouvez les éléments minéraux comme on vient d'avoir dans le tabac, pour les mêmes raisons. Hein. Et puis, vous retrouvez l'oxygène 18, parce que comme pour les mêmes raisons, on a vu tout à l'heure que ça signait à la signature de l'eau, et donc le terroir, et donc l'hygrométrie. On s'est dit, OK, on va analyser tout ça, et on verra bien ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Et la grande nouveauté avec tout à l'heure, c'est qu'on fait appel désormais à des outils statistiques assez compliqués. Donc, on a une grande boîte. Donc là, il faut vraiment être concentré pour comprendre le principe. On a une grande boîte avec 93 plus 22 pour 53. Bon, ça fait 150. Allez, on va dire 170. On a une grande boîte avec 170 individus. On a N variables, qui sont tous ces métaux et cet oxygène 18.
Et on se dit que dans cette boîte, qu'on est totalement incapable, moi, si vous êtes fantastique, vous arrivez à vous représenter ça mentalement, ben, bien évidemment que non. Nous, on est capable de voir en 2 dimensions, voire en 3 dimensions, mais pas plus. On a quand même une boîte où on a n variables, donc les n dimensions d'un espace, dans lequel se projettent nos individus. Et on se dit, et c'est là tout l'intérêt du sujet, on se dit que l'information géographique, elle doit bien être quelque part, et on fait tourner avec des modèles statistiques. Avant de vous montrer le résultat, je vous montre le premier résultat de cette moulinette statistique. C'est ce qu'on appelle un cercle de corrélation. Et c'est extrêmement simple. Autant les outils sont très complexes, autant le traitement des résultats est très simple. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est simple. Plus votre variable se projette à l'extérieur, plus elle est discriminante, plus elle est au centre, moins elle veut dire quelque chose. Quand elle est en opposition, elle veut dire la même chose. Et quand elle est orthogonale, elle vous apporte une autre information. C'est top. Donc, vous avez peut-être jamais fait des stats de votre vie, mais si vous regardez ça avec les 2 principes que je viens de vous dire, vous vous dites, moi, probablement, je vais aller regarder le strontium et je vais aller regarder l'oxygène 18. Et si je fais ça, qu'est-ce que j'observe? J'observe ça, qui est la projection de mes individus de tout à l'heure. Donc, on retrouve nos individus argentines, nos individus d'Espagne, nos individus de France. Quand je m'intéresse à ces 2 variables qui sont discriminées par ces 2 produits-là, cette fois-ci, je ne dis pas que j'ai analysé, que je regarde l'oxygène 18, je dis la variable de projection. C'est un peu compliqué. On est vraiment dans des modèles adimensionnels, mais regardez comme ça fonctionne bien. L'Argentine est discriminée. La France, dans son sud et son nord, c'est le jaune et le bleu, reste à peu près au même endroit, et l'Espagne est complètement séparée. Et là, vous avez très peu de taux de recouvrement, donc c'est quelque chose d'assez puissant. Et on discrimine avec l'oxygène 18 l'Europe de l'Argentine, évidemment, on se doute bien que ce n'est pas le même climat, donc que l'oxygène 18 est un bon traceur. Et sur les éléments minéraux, on s'en est sorti, là, je n'ai pas de raison évidente pour vous le dire, mais on s'est sorti avec le strontium, manganèse et cobalt qui nous permettent de discriminer verticalement la France de l'Espagne. Donc, là, c'est un autre exemple. Même chose sur les pommes, c'est juste pour vous montrer, je ne vais pas le détailler, hein, c'est pareil, cercle de corrélation, les différences entre les pommes. Ça aussi, c'est un gros sujet économiquement très important. C'était juste pour vous montrer que ce qu'on peut faire sur un produit, on peut le faire sur un autre avec les mêmes principes. Donc, pour conclure, on a vu qu'on passait du plus simple au plus compliqué, mais on a vu que même le compliqué reposait sur des concepts simples, c'est-à-dire d'aller chercher des traceurs. Et donc, c'est ça la limite des outils. C'est là-dessus que je voudrais terminer. C'est-à-dire que ne pas faire croire que ce sont des outils magiques. Ils ont tous leur puissance et leur faiblesse. Donc, la performance des méthodes en authentification, bah, c'est, comme dirait la Palisse, c'est d'être capable de trouver des critères discriminants. Ce n'est pas évident. Aujourd'hui, je ne vous ai parlé que des trains qui arrivent à l'heure. On a des choses où on applique tout ce qu'on vient de voir ensemble, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'à la fin, il n'y a pas de discrimination. Donc, il faut arriver à trouver des critères discriminants et c'est la connaissance du produit qui vous permet de le faire. Restez humble parce que, nonobstant tous les constructeurs d'appareils qui vous disent l'inverse, moi, je vous dis qu'une fraude en dessous de 10%, c'est extrêmement complexe à mettre en évidence. Et pour autant, économiquement, c'est très intéressant, 10%. Donc, voilà les limites de l'outil. Et que les fraudes sont évolutives. Parce que là, je vous ai présenté des choses très simples. On a vraiment l'impression que la vie est un long fleuve tranquille. Sauf que sur la vanille, ça fait à peu près 35 ans que le carbone 13 ne marche plus parce qu'ils ont commencé à trafiquer les molécules. On s'est intéressé plus à la vanille, mais à l'aldéhyde, puis plus à l'aldéhyde, etc., etc. Ensuite, on est allé faire le deutérium. Maintenant, on fait le strontium et c'est la somme des deux. En clair, nous n'avons pas vocation à arrêter les fraudes. On a vocation à les rendre économiquement non rentables. Et si déjà ça, on y arrive, c'est déjà très, très bien. Et donc, ces fraudes sont évolutives. Donc, on dit souvent entre nous que quand vous avez un produit qui est un produit très fraudé, où vous faites la démonstration d'un grand nombre de non-conformités, et que tout d'un coup, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, il ne se passe rien, ne dormez pas sur vos lauriers, c'est qu'il est en train de se passer quelque chose qui vous échappe. La chimiométrie, c'était les slides à la fin, quand je vous ai montré les cercles de corrélation avec les outils statistiques multivariés. Les contraintes de la chimiométrie, c'est très performant. Si vous vous donnez les moyens, vous répondrez à la question. Ça, c'est fabuleux. Ce qu'on appelle un colosse. Mais colosse au pied d'argile. Pourquoi? Parce que ça demande des compétences statistiques. Ce n'est pas facile. On peut croiser des pizzas avec des vélos. Vous trouverez du sens. Donc, il faut faire attention
faut faire très attention. Des compétences analytiques, parce que je vous ai présenté ça comme parfaitement normal de faire du deutérium, de l'oxygène du, etc., mais ce n'est quand même pas la portée du premier labo. Il y a de nombreux modèles. Par exemple, tout à l'heure, quand je vous ai présenté des données, elles étaient légèrement déséquilibrées. On avait plutôt 100 et plutôt 20. Et bien ça, vous n'allez pas faire nécessairement le même modèle statistique, donc il faut maîtriser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est la validité des banques de données. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut terminer. Il y a des limites mathématiques. Et ça, c'est un vrai problème pour nous. C'est-à-dire que quand vous allez expliquer à l'enquêteur qu'il faut aller prélever des melons authentiques, si vous lui dites qu'il en faut 600, il va y avoir un petit problème. C'est peut-être scientifiquement acceptable, mais pas sur le terrain pour une enquête. Et donc, normalement, malheureusement pour nous, en stats, le nombre d'échantillons, le nombre de la population doit être grande devant le nombre de variables. D'où l'intérêt tout à l'heure avec le cercle de corrélation de réduire à un très petit nombre de variables pour discriminer. Quand on avait dit je prends le strontium et je prends l'oxygène, c'est bon, j'ai plus que 2 variables pour 100 échantillons, ça tourne. Et puis la limite méthodologique, c'est la représentativité de l'échantillonnage. C'est super important de ne pas oublier des familles de produits. Et la sécurisation des références de la banque de données. Si à l'entrée de votre modèle, vous faites rentrer dans un modèle des éléments que vous croyez, par exemple, comme français, alors qu'on vous a, j'allais dire en papaouté, excusez-moi, je n'ai pas d'autres termes, mais en tout cas, trompé, voilà, pardon, trompé sur l'échantillon de référence, alors tout votre modèle est faux. Et enfin, et c'est peut-être même le plus méchant, celui-ci, les limites agronomiques. Tout le monde est conscient aujourd'hui du réchauffement climatique. Je vous ai parlé d'Oxygène 18, qui est un bon traceur de l'eau. Vous vous doutez bien que si votre banque de données, elle s'est arrêtée en 2020, la cartographie ou la signature isotopique de votre pomme de tout à l'heure en termes d'eau et de signature d'isotope de l'eau, elle a bougé, hein, parce que si ça se réchauffe, la signature isotopique bouge. Donc, vous pourriez croire que ça n'a pas la signature isotopique que vous attendez au motif que ce n'est pas français, alors que c'est tout simplement que votre banque de données n'est pas actualisée. Et ça, c'est compliqué aussi parce que ce n'est pas le SCL, ce n'est pas nous qui allons prélever, c'est nos enquêteurs. Donc, pour résumer, j'en terminerai là-dessus, ce sont des outils extrêmement performants, mais qui ont leurs limites. Et petit clin d'œil qui a beaucoup plu aux collègues de la SECF, donc je me suis permis de vous le refaire, et parfois les choses sont si simples. Ça, ce que vous avez ici, la bouteille, plus son étiquette, c'est authentique, hein, ça vient de… D'ailleurs, c'est derrière mon fauteuil, elle est dans mon bureau, tellement c'est notre mascotte. Pauillac Lafitte 3, donc un magnifique Bordeaux, appellation Saint-Chinian contrôlée, vallée du Rhône. Donc des fois, il n'y a pas besoin du laboratoire pour démontrer les choses qui sont aberrantes. Et je ne résiste pas au plaisir de la véritable étiquette d'un château Lafite Rothschild, petite bouteille à plusieurs centaines d'euros quand même, hein. Et vous regardez qu'ils ne se sont pas foulés pour refaire l'étiquette, puisque vous avez exactement les mêmes paysages avec juste un château qui a changé. Et donc voilà, là, on n'a pas besoin de faire de la chimiométrie. Je vous remercie et si vous avez des questions, je suis à votre disposition et désolé d'avoir dépassé le temps imparti. Merci pour cet exposé vraiment très intéressant. Donc, je pense qu'on a tous quelques questions. Qui est-ce qui veut commencer? Moi, je veux bien commencer. Je fais partie des béotiens dans la matière, sans doute plus que vous encore, madame. J'ai bien compris vous avez à votre disposition toute une série d'outils qui sont, enfin, je suis ébahie de la puissance finalement de la chimie vis-à-vis de choses aussi lointaines qui seraient la répression des fraudes. Ces outils ont forcément un coût et une facilité de mise en pratique. Est-ce que vous pouvez en dire un tout petit point? Parce que j'imagine qu'il y a des méthodes qui sont peut-être plus chères que d'autres Oui, et sans doute plus complexes à mettre en place que d'autres. oui, c'est une excellente question. C'est finalement la question qui était en creux de toute cette présentation. Quand je vous disais si on pouvait tout faire avec des outils simples, on ne se gênerait pas. Nos ressources sont abondées par le secrétariat général du ministère des Finances de Bercy. C'est ni la CCRF ni la douane qui nous paye. En termes, quand je dis qui nous paye, qui nous donne les moyens de fonctionnement et les effectifs. C'est à nous de démontrer quelle est l'utilité de nos outils afin de disposer des équipements
nécessaires à répondre aux questions. Nous avons plusieurs sources de financement d'équipement. Alors, ce que je devrais commencer par dire, c'est que nous n'avons pas de ressources privées. Voilà, c'est la Nous sommes question. 100% officiels. Nous n'avons pas de ressources privées, nous ne faisons aucune analyse privée. Ça fait partie de notre obligation d'indépendance vis-à-vis de nos missions. Donc, les fonds sont publics. Ils peuvent venir de Bercy, comme je le disais, de France. On a également, parce qu'on travaille aussi pour la douane, on ne l'a pas du tout abordé aujourd'hui, sauf peut-être par le biais du tabac, on s'est inscrit dans des programmes européens de mise à niveau des laboratoires douaniers et c'est une source de financement d'équipement. Clairement, c'est à nous de démontrer qu'avec un matériel de plusieurs centaines de milliers d'euros, on sera en capacité de répondre à une question ouverte et jusqu'à présent non élucidée. Ce n'est pas plus différent de ça. D'un autre côté, il y a autre chose, c'est que nous n'inventons rien. Nous nous inscrivons dans une communauté scientifique et les outils que je vous ai présentés aujourd'hui sont utilisés par d'autres pays, d'autres services officiels, voire même des laboratoires privés pour leurs clients. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Très clairement, merci. Au niveau des outils statistiques que vous utilisez, en fait, c'est quoi? C'est de l'ACP? Alors oui, on va commencer avec de l'ACP. L'ACP, ça va vous permettre d'avoir le cercle de corrélation de tout à l'heure, analyse en composantes principales. Et puis ensuite, j'avais une slide, mais je l'ai enlevée parce que ça me paraissait trop compliqué. L'exemple de l'ail de tout à l'heure, vous savez, les gousses d'ail où on a fait les groupes. Et bien après, vous allez vérifier votre modèle avec de l'analyse factorielle discriminante. C'est-à-dire que cette fois-ci, une fois que vous avez trouvé les groupes tels que je vous les ai présentés, vous allez travailler à l'envers. Cette fois-ci, vous allez assigner des valeurs à vos échantillons inconnus et vous allez vérifier s'il les remet bien dans les classes, c'est de l'analyse de classe, telle que le modèle vous le présente. Et encore, ce que je vous dis est extrêmement vulgarisé, et moi-même, je ne suis pas un spécialiste de la chimiométrie, même si j'en ai fait dans une autre vie. Vous allez avoir d'autres modèles possibles, les dendrogrammes, les rapprochements, tout ce que vous pouvez faire pour aller trouver de l'information dans un modèle où l'information est brouillée, mais où vous vous doutez bien qu'elle est dedans. Oui, bien sûr. Mais vous avez bien montré que dans vos résultats, qu'il y a des domaines, on va dire, d'incertitude en termes de positionnement. Maintenant, quand il faut passer, j'allais dire, à la preuve pour éventuellement, dans le cadre d'un procès ou dans le cadre Oui. ou etc., comment réglez-vous ce problème d'incertitude? Alors, on le réglera. Alors, si vous parlez de l'incertitude de mesure au sens classique, c'est-à-dire j'ai trouvé Voilà ça. 3 plus ou moins 0,2 mg par litre, dans des modèles statistiques, l'incertitude est posée dans le modèle, par définition. Donc, on ne vous embête pas sur quelle est l'incertitude de votre cluster, parce que le cluster en lui-même porte l'incertitude puisque c'est de l'analyse statistique. C'est bien. Par contre, c'est pas à ce niveau-là, oui. Voilà, c'est pas à ce niveau-là. Là-dessus, vous êtes tranquille, c'est reconnu. Si vous avez expert contre expert, il ira pas vous embêter sur oui, mais alors votre cercle, il est à plus ou moins combien? Non. Celui qui dit ça, c'est qu'il ne connaît pas les stats. Par contre, beaucoup plus intéressant, et vous avez parfaitement raison, on est quand même dans de la vie d'expert là. On est quand même dans de la vie d'expert. Sur de la chimiométrie, on est de la vie d'expert. Par contre, vous avez, pour vous montrer que c'est des outils qui ne sont pas que des avis d'experts, vous avez une banque européenne de vin de référence pour tout ce qui relève de la chaptalisation et du mouillage. Alors, chaptalisation, remettre du sucre qui va monter en fermentation pour augmenter le degré d'alcool, fraude qui va disparaître avec le réchauffement climatique de plus en plus. Mais par contre, mouillage, ajouter de l'eau dans le vin, et nous, on va essayer de démontrer l'origine exogène de l'eau. Et bien là, ces modèles-là, statistiques multivariés, sont reconnus de façon européenne et il y a une banque de données européenne et des prélèvements officiels de raisin. Et c'est donc, pour sécuriser le résultat analytique juridiquement, c'est la qualité du process d'analyse qui donne sa crédibilité. Et notamment, on doit pouvoir nous critiquer le modèle statistique. Et ce que j'ai oublié, d'ailleurs, j'ai complètement oublié parce que c'est tellement intrinsèque à nos actions que je finis par ne pas le présenter, c'est l'accréditation.
Nous sommes accrédités par le COFRAC sur les déterminations qu'on fait. Alors, pas tout en authentification, attention, hein, ne pas faire croire ce qui n'est pas, mais l'accréditation est aussi une reconnaissance extérieure de compétences de notre réseau. Merci. Est-ce que l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup en ce moment, pourrait vous aider donc à discriminer un certain nombre de variables ou de paramètres? Alors, nous, à ce stade, aujourd'hui, au SCL, nous n'avons pas fait rentrer l'intelligence artificielle. On en parle énormément. Il y a certains labos privés, il y a la SECF a fait des journées dédiées là-dessus. Il y a certains labos privés qui disent utiliser l'intelligence artificielle. Il y a des expérimentations ou des modèles commerciaux pour faire du traitement. Je réponds en dehors de l'authentification, mais par contre, je vous réponds sur l'IA. Hein. Il y a des systèmes d'intelligence artificielle pour l'analyse multirésidus des pesticides. Il faut savoir que nous, quand on fait de la sécurité alimentaire, tout à l'heure, je vous ai montré un chromato de pesticides, c'est 800 à 1000 molécules en 20 minutes. Donc, vous imaginez les problèmes de coélution, etc. Donc, il faut avoir du traitement de signal extrêmement robuste. Il commence à sortir certaines plateformes où ce signal sorti de machine est traité en IA. Je n'ai pas de recul sur le sujet. Sur l'authentification, on est très loin de ça. On est très loin de ça. Mais finalement, ce n'est pas de l'IA, mais c'est quand même de l'AI. Parce que les stats, c'est quand même de l'intelligence. Ce n'est pas artificiel, mais ce n'est plus de la chimie traditionnelle comme on faisait avant. C'est du traitement de signal et du traitement statistique. Donc, il y a déjà c'est plus l'homme, entre guillemets, ou la femme qui va trouver l'information. C'est un modèle mathématique. C'est la préhistoire de l'IA, finalement. Madame Giraud-Quilin? Isabelle, une question? Ah, on ne vous entend pas. On vous entend plus. Votre micro est fermé. Oui, non, non, je disais, j'ai pas levé la main. Non. Ah ben voilà. Non, non, j'ai reconnu beaucoup de choses que je connais, bien sûr. Frédéric se doute bien Oui, dans tout ce qu'on a absolument. dit. Voilà, Absolument. passionné de retrouver des sujets. C'est vrai que à tout moment, il faut se dire que la fraude peut ressortir là où on ne l'attend pas. J'avoue qu'on a un petit peu tendance à avoir un certain mauvais esprit, mais on se soigne le week-end. Je pense que les organisations professionnelles, que je suis maintenant retraitée du SNIA, mais Oui. veillent aussi. Hein. Il Alors, y a, oui, absolument, Isabelle. C'est important de dire ça. C'est important. Ce que je vous ai présenté sur les pommes, ce que je vous ai présenté, les interprofessions sollicitent les laboratoires privés pour disposer d'outils d'authentification comme ça. Pour des raisons qu'Isabelle connaît parfaitement, parce qu'on a travaillé très longtemps ensemble, on aimerait, et c'est très sincère hein, ce que je dis, on aimerait mettre en commun nos outils parce qu'on serait plus fort. Mais on ne peut pas, parce qu'il y a un moment, il faut avoir une indépendance entre celui qui fait l'expertise et celui à qui on va faire une contre-expertise finalement. Et donc, ces outils sont certes utilisés avec les mêmes compétences, exactement pareils, mais ils ne sont pas partagés. Mais il faut vraiment, c'est important ce qu'a dit Isabelle, ce sont des préoccupations qui sont totalement partagées. Et je l'avais un peu dit tout à l'heure, entre privé et officiel, et si on oublie privé et officiel, entre différents États. Hein, vous avez les mêmes préoccupations dans d'autres pays. Alors, par contre, chacun avec ses problématiques, hein, bien sûr. L'ail, non, ça peut être français, ça peut être une problématique Chine-Vietnam. On a eu ça pendant un moment. La douane avait fait un embargo sur de l'ail d'origine Chine et il y avait du détournement de cette origine Chine et on faisait croire que ça venait du Vietnam. Et la douane était venue nous voir en disant, est-ce que vous faites la différence? Oui, on l'avait fait grâce aux isotopes stables. pour prolonger l'intervention on peut citer comme illustration de ce que tu dis, Frédéric, je crois qu'on peut citer l'initiative de la Fédération des jus de fruits, Unijus, Ça, qui a développé toute une branche d'authentification des jus. Hein. Et de- absolument. Absolument.
Alors, ce n'est pas tout à fait de l'analyse statistique multivariée, il y en a, mais c'est ce qu'on appelle le profilage. Ça fait appel à une Oui, technique de la RMN. Ça marche pour les jus, ça marche pour les vins, ça marche pour les miels. C'est aussi de l'analyse statistique, c'est un petit peu différent, mais ça nous emmènerait trop loin. Mais complètement, tu as parfaitement raison. voilà. Dans notre domaine, dans le domaine de l'agroalimentaire, où est-ce qu'on pourrait trouver le plus de fraude? C'est plutôt le domaine des miels, du vin, Joker, je D'accord. vais vous répondre, mangez tranquille. Oui, Non, parce je que ne peux pas répondre à une question comme ça. Alors, je vais être un peu plus sérieux. Euh, D'abord, vous vous doutez bien, pour une histoire de déontologie, hein, ça serait très indélicat de pointer tel ou tel secteur en faiblesse. Les médias le font très bien de leur côté. D'autre part, nous sommes en laboratoire, nous ne sommes pas enquêteurs, nous sommes une boîte à outils. Il faut vraiment rester à notre place. Et quand c'est des journalistes qui me posent la question que vous avez posée, j'ai une formule type qui dit si nos enquêteurs si nos enquêteurs étaient parfaitement informés, le taux de non-conformité serait de 100%. Et là, en principe, ça éteint la réponse. C'est-à-dire que nous, on est en deuxième niveau, on est là pour appuyer des enquêtes, et donc il y a derrière tout ça l'analyse de risque. Mm. C'est le grand, grand concept. Alors, vous le connaissez très bien en sécurité alimentaire, l'analyse de risque, mais c'est la même chose pour la loyauté. Vous allez vous centrer sur les secteurs que vous considérez à risque. Donc, si vous travaillez bien, quand on trouve un taux de non-conformité sur des jouets de 70%, surtout ne pas penser que 70% des jouets sont non conformes. Ça n'est pas du tout ça que ça veut dire. Ça veut Mm. dire que dans une analyse de ciblage d'un produit à risque, alors on a bien travaillé et on a démontré que là, il y avait un travail d'investigation et d'amélioration des produits à faire parce qu'on avait observé un fort taux de non-conformité. Mhm. C'est difficile à expliquer aux consommateurs, mais c'est comme ça qu'il faut l'expliquer. Enfin, je pense qu'Isabelle, ça doit faire aussi écho à des choses par rapport à la... Complètement. Complètement. Moi, j'avais envie aussi de parler de, évidemment, j'ai envie de parler au nom des professionnels, mais j'ai envie de parler de l'obligation de prévention de la fraude, tu sais, Oui, de food fraud. Il y a de très belles initiatives. J'ai vu ça à l'ANIA, consistant à cartographier secteur par secteur les risques de fraude pouvant exister, les fraudes les plus classiques, de manière à mettre en face des stratégies défensives. absolument, absolument, absolument. C'est finalement les mêmes Opération outils. de prévention. C'est les mêmes outils de tout le monde présentés autrement. Ça peut être soit évidemment de la veille sur les matières premières. Bon, c'est des choses finalement assez simples, mais qui sont efficaces, qui sont efficaces, qui sont efficaces. Moi, je me rappelle avoir été tensement remis à ma place il y a des années, j'étais très jeune, sur la menthe, où je ne comprenais pas pourquoi on s'intéressait à une molécule qui finalement, dont la différence de prix se relevait de quelques centimes. Et on m'a remis à ma place en disant, mais cher monsieur, vous connaissez les tonnages annuels de la menthe? Ah oui, très bien. J'avais juste oublié que c'est un couple prix-quantité. Voilà, c'est des choses finalement assez simples. On apprend assez vite à réfléchir sur l'analyse de risque. Mm. D'autres questions? Vous avez une question, madame? Une question de dossier, hein? Non, non, une question. Non, en tant que pharmacien, avec le domaine du médicament et biologiste, avec les analyses médicales, j'ai quand même tout compris. Ah, j'espère, c'était l'esprit. J'ai essayé de faire extrêmement imagé pour qu'on ne soit pas trop noyé par les outils. Est-ce que vous balayez tous les domaines ou alors est-ce que vous avez des spécialités ou des spécificités au ministère de l'Économie et des Finances? Alors, non, un ministre avait dit de la fourche à la fourchette, et je rajouterais même le non alimentaire. On a réparti toute notre activité en 29 domaines scientifiques qui couvrent à peu près la totalité des produits qui existent, sauf les services. Et on a même un secteur extrêmement bizarre, enfin bizarre par rapport à la discussion d'aujourd'hui, sur de l'étude de dossier. Donc, on ne fait même pas d'analyse, c'est que des études de dossier sur ce qu'on appelle les biens double usage. Ce sont des choses aussi simples qu'un masque à gaz, une centrifugeuse, un logiciel dont Ouais. il pourrait avoir un usage militaire.
et il doit être déclaré comme tel. Donc, on a des spécialistes qui travaillent sur des process pour montrer si c'est vraiment un usage domestique ou si par hasard, il n'y aurait pas un usage militaire. Donc, c'est vraiment pour vous montrer qu'on travaille sur absolument tout. Aujourd'hui, il y a des sujets émergents où nous ne sommes pas compétents immédiatement et on va travailler dessus. C'est sur tout ce qui est économie verte, avec le concept de durabilité, de réparabilité. Aujourd'hui, c'est des choses qui se font essentiellement par dossier. Est-ce que demain, on arrivera à présenter quelques critères objectifs analytiques pour montrer soit la performance d'un matériau, soit ses propriétés? Ce sont des choses en devenir. Mais de toute façon, nous avons presque une injonction d'être compétents sur la totalité des sujets. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive à chaque fois, mais en tout cas, nous devons travailler sur tous les sujets. J'ai l'impression que Christine veut prendre la parole. Absolument. Oui, bonsoir. Je me présente peut-être très rapidement. Alors déjà, c'est Isabelle qui m'avait parlé de cet afterwork et merci, c'était vraiment très très intéressant. Je ne regrette pas d'être venue. Donc très rapidement, moi je suis venue avec une double casquette puisque je suis enseignante-chercheur en chimie organique. Et puis, donc j'ai tout compris. Il n'y a pas de problème. Il y a même des appareils que j'utilise. Et puis surtout parce que j'ai des étudiants qui travaillent aussi sur les arômes. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, ce que je me demandais, c'était par rapport à tout ce que... Christine, tu devrais dire que tu diriges un master aromatique. Oui, enfin, oui, c'est de ça que je parlais. Voilà, c'est un master où les étudiants apprennent effectivement à faire des arômes dans le respect des règlements, évidemment. C'est mieux. Et ce que je me demandais, c'était toutes les méthodes que vous développez, est-ce que vous pouvez les publier? Dans quelle mesure vous pouvez les publier? Alors, comment répondre? Alors, nous, on n'a pas vocation à cacher nos méthodes. Ce n'est pas du secret industriel. Oui, Pourtant, par contre, publier en tant que SCL, on en a quelques-unes, mais on n'a pas une vocation comme un organisme de recherche. Ça ne fait pas partie de nos métiers. On est vraiment un service de prod. Donc, vous d'accord. trouverez des publications du SCL. Vous trouverez l'homologue dans les laboratoires privés sur des choses comme Journal of Chromatographie ou Journal of Agricultural Food Chemistry, etc., Sciences des aliments. Il y a plein de bibliographies. D'accord. Mhm. On a, je vais dire très modestement, on n'aura pas des secrets de méthode que n'auraient pas d'autres laboratoires. Voilà, très simplement, il faut D'accord. vraiment dire les choses comme ça. Donc, D'accord. mais par contre, on a une vocation de communication. Ce que je vous Oui. ai présenté aujourd'hui, on ne cache rien. On fait attention de pas incriminer des marques ou des choses comme ça. Mais on n'a pas une vocation à cacher quoi que ce soit, puisque de toute façon, au cœur même des analyses officielles, il y a l'exercice contradictoire qui est absolument inscrit dans le code de la consommation, dans le code des douanes et qui est tout à fait normal. C'est que toute analyse qu'un service officiel peut faire doit pouvoir être contestée. Et pour la contester utilement, nous allons de notre côté expliquer comment on a travaillé et on le fait régulièrement au tribunal. D'accord, très bien. C'était juste avec l'idée de peut-être monter un TP avec des étudiants, avec effectivement des méthodes qui sont Pas de problème, moi utilisées, je suis ouvert à qui sont tout, utilisées en à la vrai. hauteur de nos modestes moyens. Si vous D'accord, voulez me contacter directement, il n'y a aucun problème, on peut discuter. Ne d'accord, serait-ce que pour avec plaisir. leur présenter déjà ça, soit par le labo de Marseille, parce que c'est essentiellement le labo de Marseille qui fait les authentifications des arômes, soit D'accord. moi par rapport à mon ancienne vie, parce que j'ai été un peu longtemps Monsieur Vanille et Monsieur Arôme, donc j'ai encore quelques D'accord. traces. Très bien. Oui, ça marque les arômes. Ça marche. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Très bien, monsieur Zasson, on vous remercie beaucoup pour cette intervention Je vous en prie. intéressante. Je crois qu'on a